Le contexte de la recherche en pédiatrie est un contexte, je dirais, qui est relativement difficile puisque la pédiatrie est déjà en soi un peu le parent pauvre de la médecine. En principe, on part du fait que l'enfant est en bonne santé. Dans notre idéal, l'enfant est un être en bonne santé et donc la maladie de l'enfant est déjà quelque chose qui est difficile, je pense, à accepter et pas toujours facile non plus à concevoir dans tous ses détails. Une grande partie, si pas la majorité, des affections qu'on traite à l'âge adulte sont déjà présentes d'une façon ou d'une autre durant l'enfance, voire même déjà avant, donc chez le fœtus ou chez l'embryon, et que donc les reconnaître à temps et les traiter de façon très spécifique est vraiment un challenge que nous devons, nous pédiatres et chercheurs autour de l'enfant, réussir. Nous avons quelques axes de recherche en cardiologie par exemple, où nous avons un point d'intérêt particulier sur les cardiopathies congénitales. Donc ce sont effectivement des maladies structurelles du cœur, des défauts en fait de l'architecture du cœur. Nous avons un gros focus également sur l'évolution des maladies inflammatoires de l'intestin et un focus extrêmement important sur le rôle des perturbateurs endocriniens, sur les fonctions endocrines des adolescents, des enfants, des adolescents, mais aussi sur leur développement neuromoteur. Et une partie très importante est toute la recherche qui est consacrée à l'amélioration des traitements, des diagnostics chez les enfants cancéreux, qui ont comme enjeu de mieux définir la qualité de vie de ces patients après de nombreuses années de guérison d'un cancer dans l'enfance. D'autre part, nous avons un projet de recherche en néphrologie pédiatrique qui s'occupe très particulièrement d'une maladie génétique qui touche l'enfance, mais qui touche aussi bien entendu l'adulte, qui est né avec cette condition de rein polykystique. C'est intéressant je dirais, de parler de cette pathologie parce qu'elle a des liens avec une pathologie qui est étudiée par ma consoeur le docteur Kempeners, qui est la dyskinésie ciliaire. Donc les cils vibratiles, les cils de notre épithélium respiratoire jouent un rôle extrêmement important, bien entendu, dans la défense contre les infections, puisqu'ils nous permettent d'accélérer l'élimination de sécrétions purulentes, par exemple, en cas d'infection respiratoire. Céline Kempeners, c'est un projet vraiment très large et très intéressant et très original par rapport à la recherche sur cette pathologie, surtout chez l'enfant. La dyskinésie ciliaire primitive est une pathologie qui touche les cils mobiles et qui a des conséquences à la fois ORL et respiratoires. C'est une pathologie qui est fort complexe, qui nécessite pour l'instant différents tests diagnostiques pour pouvoir être diagnostiquée. Et pour l'instant, les tests confirmatifs sont la microscopie électronique qui permet de regarder la structure des cils respiratoires et la génétique qui permet de déterminer si un gène est atteint. Mais à elles deux, ces deux techniques-là ne permettent de diagnostiquer que 70% des patients. Lors de mon fellowship en pneumologie pédiatrique à Vancouver, j'ai appris une technique de diagnostic de cette dyskinésie ciliaire primitive qui est la vidéomicroscopie ciliaire, qui est beaucoup plus sensible et spécifique, qui va jusqu'à 90% des patients. Elle permet de regarder la fonction du cil, donc la manière dont les cils battent. Et puis il y a d'autres tests qu'on peut aussi utiliser, la mesure du NO nasal qui permet de mesurer la quantité de l'oxyde nitrique dans le gaz nasal, et l'immunofluorescence qui permet de regarder par moyen fluorescent si une protéine est présente ou pas dans le cil. Alors à mon retour, j'ai redéveloppé un laboratoire de vidéomicroscopie ciliaire ici, puis j'ai contacté les différents services en microscopie électronique, en génétique, et maintenant nous avons un centre de diagnostic complet qui permet de diagnostiquer la pathologie. Donc on a ouvert le centre de diagnostic ici en novembre. À ce jour, nous avons déjà testé 41 patients. Ils bénéficient d'une consultation multidisciplinaire avec les ORL. On fait un prélèvement par frottis nasal. Grâce à ce simple frottis nasal qui dure seulement 5 secondes, même pas, on peut récolter les cils et alors on les regarde en vidéomicroscopie pour regarder la manière dont ils battent, si c'est normal ou anormal. Et alors, les cils partent par après en anatomopathologie où ils regardent la structure des cils par microscopie électronique. Donc c'est un énorme microscope qui permet de regarder la structure et vraiment les différentes protéines des cils, voir si elles sont normales ou anormales, et l'immunofluorescence. Et les patients bénéficient aussi d'une prise de sang et qui permettra notamment de faire le test génétique pour voir s'il y a des gènes connus de dyskinésie ciliaire primitive qui peuvent être retrouvés chez le patient et chez les parents s'il s'agit d'un enfant.
Alors, dans le cas de la dyskinésie ciliaire primitive, pour l'instant, il y a une errance diagnostique. On manque de moyens de diagnostic, donc c'est pour ça qu'il y avait une importance de ce centre de diagnostic. Mais en plus, souvent, on ne connaît pas très bien la pathologie. Ce sont des symptômes respiratoires et ORL chroniques, comme finalement beaucoup d'enfants en ont. On n'y pense pas toujours. Et donc, on diagnostique cette pathologie-là souvent vers 8-9 ans. Et donc, un de mes grands projets, ce serait de voir est-ce qu'on pourrait le détecter à la naissance et donc leur permettre d'avoir un traitement approprié dès le début et de ne pas avoir une altération des poumons. On sait que selon les études, entre 50 et plutôt jusqu'à 80% des patients avec dyskinésie ciliaire primitive ont eu une détresse respiratoire à la naissance, souvent avec une oxygénothérapie, donc des besoins en oxygène, de l'oxygène ou bien aux lunettes ou bien par un autre moyen, de manière prolongée. Et donc le but, ce serait d'étudier de manière prospective, donc dans le temps, en prenant ces bébés et en les regardant au fur et à mesure, ces bébés avec une détresse respiratoire, et alors de leur faire un petit frottis nasal, qui comme on l'a vu est un test assez simple, de regarder déjà leur battement ciliaire, de voir si c'est déjà possible de détecter cette maladie à la naissance, pour leur offrir déjà le meilleur traitement dès la naissance, et de voir si cela vaut la peine de le faire, quelle proportion de bébés avec une détresse respiratoire à la naissance auraient une dyskinésie ciliaire primitive. Et ça, c'est un autre projet qu'on va également faire avec le service de néonatologie. La Fondation Léo Frédéric, elle a été là dès le départ. Donc tout d'abord, j'ai eu la chance de recevoir une bourse qui m'a permis de faire cette formation à Vancouver, d'apprendre la technique et de réaliser les différentes manipulations qui m'ont permis de faire ma thèse. Et puis à mon retour, j'ai encore eu du soutien parce que créer tout un laboratoire, acheter la caméra, acheter tout le matériel, le microscope, c'est un investissement quand même d'un certain prix. Et j'ai eu des bourses qui m'ont permis d'acquérir tout ce matériel qui sont nécessaires à toutes ces études parce qu'il y a quand même beaucoup de matériel assez onéreux, tous les milieux de culture, toutes les différentes lames qu'on achète qui sont assez onéreuses aussi. Un seul mot d'abord, merci. Merci pour votre générosité, Madame, Monsieur. Merci pour votre altruisme. Et sachez que le don que vous faites aujourd'hui via la Fondation Léon Frédéric sera très très bien investi dans des programmes de recherche qui vont permettre non seulement de mieux comprendre les maladies de l'enfant présentant une affection congénitale sévère, mais aussi de permettre son suivi ou de mieux comprendre en fait son suivi à long terme et d'améliorer surtout sa qualité de vie, donc sa joie de vivre quelque part à l'âge adulte que nous espérons tous avancer. Donc un seul mot, merci.